Il est, on va dire, 2 heures du matin. C'est précis, ça? Ouais, enfin, on a tous en tête cette situation. La pièce est dans le noir, il y a juste l'écran du téléphone qui éclaire le visage. Le fameux scrolling nocturne. C'est ça. Le cerveau sait pertinemment qu'une réunion super importante commence à 8 heures. Le corps crie littéralement famine en termes de sommeil. On sait que regarder une énième vidéo de chat ou un tuto de bricolage ne va rien apporter de positif. Et pourtant, Et pourtant, le pouce continue de scroller. C'est plus fort que nous. Une force écrasante maintient les yeux grands ouverts face à l'écran. Et ce n'est pas juste un problème technologique de notre époque. En fait, c'est l'illustration parfaite d'une faille fondamentale dans le système d'exploitation humain. une faille qui rend notre condition tellement complexe, oui. Être doté de cette lucidité totale sur ce qui nous détruit, tout en étant physiquement incapable de s'y soustraire. Je suis toujours fascinée par ça. Eh bien, je suis ravi de t'entendre dire ça, parce que c'est le point de départ de notre plongée d'aujourd'hui. On s'attaque à un monument. Les sources du jour reposent sur les extraits de la 4e partie de l'éthique de Spinoza. Ah, un texte majeur. Totalement. C'est intitulé « De la servitude humaine ou des forces des sentiments ». Et notre mission pour cette analyse en profondeur, c'est de décrypter la mécanique de cette impuissance. C'est un sacré programme. Ouais. Surtout que Spinoza cite le poète anti-Covid avec une phrase qui résume absolument tout. Il dit, je cite de mémoire, « Je vois le meilleur et je l'approuve, je fais le pire ». C'est d'une justesse terrifiante. Mais grave! Pourquoi, face à une relation toxique, une addiction, ou même juste une mauvaise habitude, notre capacité de raisonnement est systématiquement court-circuitée? Alors, la grille de lecture que propose Spinoza tranche radicalement avec la tradition philosophique de son époque. En fait, il refuse catégoriquement de faire la morale. Il ne nous juge pas donc. Non, pas du tout. Il examine les émotions humaines, nos haines, nos désirs, nos colères, avec la même froideur clinique que s'il s'agissait de lignes géométriques, comme si on étudiait des triangles ou des lois physiques, quoi. Attends, il analyse nos chagrins d'amour comme un problème de maths. C'est un peu ça, oui. Son intention n'est pas de juger une prétendue faiblesse de la volonté. Il veut démonter les rouages de cause à effet pour trouver une voie d'émancipation, une voie presque mathématique. D'accord. Mais avant de plonger dans les rouages de cette servitude, cette fameuse passivité, les textes montrent qu'il faut d'abord détruire nos illusions de grandeur. Oula, oui, c'est la première étape indispensable. Beaucoup de personnes familières avec la philo connaissent l'idée de Nietzsche de se placer par-delà le bien et le mal. Mais Spinoza y arrive des siècles plus tôt, par la pure logique géométrique. Exactement. Il affirme purement et simplement que la perfection, le bien et le mal n'existent pas dans la nature. Rien que ça. Oui, ce sont des fictions humaines. En fait, il s'attaque à un biais cognitif massif qu'on appelle la téléologie. La téléologie, c'est l'idée que tout a un but, c'est ça? Voilà, c'est croire que la nature agit avec un objectif précis, un plan architectural. L'esprit humain fonctionne comme ça. On se fixe des objectifs. Si quelqu'un construit une maison et qu'il oublie le toit, Ça risque de poser problème au premier orage. c'est clair. Mais surtout, on va juger cette maison imparfaite par rapport au modèle idéal de la maison qu'on avait en tête. Le souci, c'est que l'humanité a projeté ce mode de fonctionnement sur l'univers entier. D'accord. Décortiquant un peu tout ça. C'est comme si on évaluait un chat sur sa capacité à aboyer Ouais, tout à fait. et qu'on le déclarait imparfait parce qu'il n'aboie pas. L'univers n'a pas de plan architectural en fait. Il se contente d'exister. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette vision libère l'humain de la culpabilité cosmique. Nous avons forgé des modèles de ce que devrait être un corps sain ou une plante idéale, et quand la nature s'en écarte, on dit qu'elle a fait une erreur. Mais la nature agit par pure nécessité. Elle ne fait pas d'erreur. Mais attends, si la nature agit par une chaîne infinie de causes et d'effets aveugles, sans intention, ça ressemble à une porte ouverte au cynisme absolu, non? Comment ça? Si l'univers s'en fout de nos modèles, ça veut dire qu'il n'y a littéralement aucune différence entre, disons, une action créatrice et une catastrophe naturelle d'un point de vue cosmique. Alors, du point de vue purement cosmique, effectivement, il n'y a ni faute ni erreur. Une tempête qui rase une forêt obéit aux mêmes lois parfaites de la physique qu'une petite graine qui germe. C'est super déstabilisant de se dire ça. Ça l'est. Mais ça nous libère de l'idée d'une punition divine. Cela dit, Spinoza ne dit pas qu'il faut jeter les mots bons et mauvais à la poubelle. Hein? Ouf. Il est redéfini d'une façon hyper pragmatique. Le texte donne un exemple implacable pour montrer que ces concepts ne sont pas cachés dans la matière elle-même. C'est l'exemple de la musique.
Ah oui, cet exemple est particulièrement frappant dans les sources. La musique, la mélodie, elle est perçue comme bonne par une personne mélancolique qui trouve du réconfort. Exact. Mais la même mélodie exacte va être perçue comme mauvaise par une personne en deuil parce qu'elle ravive sa souffrance. Et pour une personne sourde? Elle est ni bonne ni mauvaise, elle est juste indifférente. Le son en lui-même, les ondes sonores, n'ont aucune valeur morale intrinsèque. Donc le bon devient uniquement ce qui augmente notre utilité et nous rapproche de notre modèle idéal personnel. C'est exactement ça. Le mauvais, c'est juste l'obstacle sur notre propre chemin. Ça transforme le bien et le mal en une boussole interne et non plus en un jugement universel qui tomberait du ciel. D'accord, mais du coup, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et que la logique nous force à poser une question très inconfortable. Je t'écoute. Si le mal, c'est juste ce qui nuit à notre propre utilité, pourquoi est-ce qu'on choisit si souvent de se nuire à nous-mêmes? Pourquoi la personne qui sait que son scrolling nocturne va ruiner sa journée de demain n'arrive pas à poser ce fichu téléphone? Et c'est là qu'on entre dans la mécanique des forces. La réponse de Spinoza est très physique. Le texte souligne que l'humain n'est qu'une infime fraction de la nature et qu'il est constamment bombardé par des forces extérieures. On n'est pas dans une bulle protectrice. Pas du tout. C'est la fameuse proposition 3 du texte. Notre erreur fondamentale, c'est de croire que notre esprit fonctionne comme un empire autonome, comme un royaume dans le royaume. Alors qu'en vrai, on prend l'univers de plein fouet. Exactement. Nous sommes traversés par des causes extérieures dont la puissance surpasse infiniment notre petite force personnelle. Être dans la servitude, chez Spinoza, c'est ça, c'est être passif. Une passion, ce n'est pas un élan romantique ici, c'est le fait de subir une force qui vient de l'extérieur. Donc, quand ma volonté s'effondre face à une habitude toxique, ce n'est pas un manque de fibre morale ou de courage. C'est littéralement juste un problème de physique, un calcul de force en présence. C'est ça. Et ça nous amène à la proposition 7, qui est la règle d'or de cette physique émotionnelle. Un sentiment ne peut être empêché ou supprimé que par un sentiment contraire et plus fort. Attends, ça veut dire plus la raison pure, le fait de comprendre intellectuellement que c'est mal, ça ne fait pas le poids. La froideur de la logique n'a aucune force d'impact direct sur la mécanique des passions. Une idée vraie ne dissipe pas une émotion juste parce qu'elle est vraie. C'est fou ça. Spinoza utilise une métaphore magnifique avec le soleil. Quand on regarde le soleil, nos yeux nous disent que c'est un petit disque jaune à, disons, 200 pieds au-dessus de notre tête. Ouais, notre perception sensorielle de base. Voilà. Ensuite, on étudie l'astronomie. On apprend que le soleil est une boule de feu gigantesque située à des millions de kilomètres. On possède la connaissance vraie. Mais est-ce que ça change ce qu'on voit? Bah non, on continue de voir un petit disque jaune dans le ciel. La théorie n'efface pas l'illusion visuelle. C'est exactement pareil pour les émotions. La connaissance intellectuelle abstraite d'un danger ne modifie pas l'attirance physique ou l'affection du corps. Si je saisis bien, ça veut dire que faire des listes rationnelles, des pour et des contre sur un bout de papier, pour arrêter de fumer ou quitter un job toxique, c'est inutile. Tant que ça reste théorique, on est coincé. C'est inefficace en soi, oui. Mais c'est terrifiant. Si la raison est impuissante face aux passions, on est condamné à un fatalisme absolu. On est juste des bouchons de liège ballottés par l'océan. Heureusement non. La mécanique propose une porte de sortie. Mais il faut changer de méthode. Si on relie ça à la vue d'ensemble, puisqu'une émotion ne peut être combattue que par une émotion plus forte, la connaissance rationnelle doit elle-même se muer en sentiment. Ah, donc la raison doit devenir une passion. En quelque sorte, oui. Il ne faut pas lutter contre le désir avec de la froide logique. Il faut opposer au désir destructeur un désir encore plus puissant. Cultiver un amour de la liberté et une joie rationnelle tellement viscérale qu'elle écrase l'attrait de l'addiction. Il faut que notre compréhension rationnelle génère un shoot de dopamine plus fort que l'impulsion immédiate, en gros. C'est une traduction très moderne, mais oui, c'est l'idée. Sauf que le texte met en évidence un biais énorme qui complique tout ça, notre rapport au temps. L'architecture même de notre imagination donne systématiquement l'avantage à l'immédiateté. L'immédiateté a une force gravitationnelle bien supérieure, oui. Un plaisir fugace disponible là, tout de suite, dans la seconde, comme un carré de chocolat ou un nouveau post sur les réseaux, semblera toujours plus fort qu'un immense bénéfice abstrait projeté dans 10 ans, comme avoir une bonne santé. Tout à fait, parce que l'imagination humaine est intimement liée aux affections corporelles présentes. Une menace immédiate ou une récompense immédiate frappe notre système nerveux avec une intensité maximale. L'avenir,
Lui n'est qu'un spectre, une construction mentale. Donc la géométrie du temps explique notre inconstance. Exactement, et cette recherche constante de stimulation, ou cette fuite de la douleur immédiate, nous amène au vrai moteur de toute cette théorie. Ah, on y vient. Le fameux concept central. Le texte indique que la seule essence véritable de l'être humain, c'est cet effort constant pour persévérer dans son être. Notre survie à l'état brut. Le conatus, Le conatus, voilà. Ça s'apparente presque à l'inertie en physique, non? comme la seule et unique base de la vertu. La survie comme base de la vertu, hein. Oui, agir selon la vertu, c'est simplement agir selon les lois de sa propre nature pour conserver son être. Il n'y a pas d'altruisme sacrificiel inné dans ce système. À la base, la mécanique est celle d'un égoïsme radical. D'accord, mais il faut pousser cette logique jusqu'au bout. Si le conatus dicte que chaque individu est une petite machine biologique programmée exclusivement pour maximiser sa survie et son pouvoir, est-ce que ça ne garantit pas mathématiquement un chaos total? Une guerre de tous contre tous? C'est ce qu'on pourrait croire, oui. Si mon voisin et moi, on cherche uniquement à étendre notre puissance personnelle, on va inévitablement s'entretuer pour les mêmes ressources, non? Alors, la conclusion semble logique à première vue. Mais l'analyse des forces révèle un mécanisme tout à fait contraire. Pour survivre, l'humain a impérativement besoin de choses extérieures. On ne peut pas survivre seul dans le vide. Jusque-là, je te suis. Eh bien, quelle est la chose extérieure la plus utile à un être humain pour maximiser ses chances de survie? Ce n'est pas un outil en bois, ce n'est pas un cheval. C'est un autre être humain. Exactement. Rien n'est plus utile à l'homme qu'un autre homme qui partage la même nature. C'est ce qui amène à cette citation célèbre du texte. L'homme est un dieu pour l'homme. Ça tranche avec le fameux l'homme est un loup pour l'homme de Hobbes. Oui, mais attention, il y a une subtilité cruciale. Les humains ne s'opposent et ne deviennent dangereux les uns pour les autres que lorsqu'ils sont dominés par les passions passives, l'envie, la jalousie, la haine. Ces passions fragmentent la société. Et quand on est guidé par la raison, Là, tout change. L'individu rationnel réalise que l'augmentation de la puissance des autres est le moyen le plus sûr de garantir sa propre sécurité. Par pur égoïsme rationnel, on en vient à désirer pour les autres le bien qu'on veut pour soi-même. attends, je vais faire un parallèle. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Pour utiliser une image un peu geek, c'est la différence entre un mauvais et un bon joueur dans un jeu vidéo de survie en équipe. J'aime bien l'idée. Vas-y. Le mauvais joueur, guidé par une impulsion à court terme, va voler les munitions de son propre camp pour se sentir fort immédiatement. Ce qui est stupide sur le long terme. Totalement, parce qu'au premier assaut ennemi, son équipe se fait décimer et il meurt juste après. Le joueur rationnel, lui, guidé par un égoïsme intelligent, comprend que distribuer les ressources et avoir l'équipe la plus forte possible, c'est l'unique garantie de sa propre survie. L'égoïsme absolu, passé au filtre de la raison, ça produit de la solidarité. C'est une analogie parfaite. Ça illustre très bien la transition de la passion vers la raison. Et d'ailleurs, c'est cette nécessité de survie collective qui explique la création de l'État. Ah oui, l'état de nature vs l'état social. Voilà. Dans l'état de nature théorique, il n'y a ni propriété, ni loi, ni bien, ni mal. Tout appartient à tous. C'est dangereux face aux passions destructrices. Donc, pour éviter l'anéantissement mutuel, les humains s'organisent en société. Ils créent l'État. Un calcul utilitaire pur et dur. L'État crée les lois basées sur la crainte pour maintenir l'ordre. Et là, l'obéissance devient un mérite et la désobéissance, une faute. Et je précise pour l'auditoire que les textes exposent ça purement comme un mécanisme d'organisation, sans faire l'apologie de l'autoritarisme ou de l'anarchie. C'est juste de la mécanique. Complètement. C'est comme construire une digue pour retenir un fleuve. Spinoza fait d'ailleurs une distinction fondamentale entre deux formes de concorde sociale. Lesquels? Il y a la concorde imposée par la crainte, je n'aglaise pas mon voisin parce que j'ai peur de la prison, ça fonctionne, mais ça maintient l'individu dans une forme de tristesse et de passivité. Et puis, il y a la concorde dictée par la raison. Qui ressemble plus à une vraie amitié, du coup. Oui. On soutient l'autre par conviction profonde que son succès augmente notre propre conatus. Le sage obéit aux lois non pas par terreur du gendarme, mais parce qu'il comprend mathématiquement que la paix sociale est indispensable à son propre développement. C'est fascinant. Mais cette clarté sur nos interactions sociales soulève logiquement une grosse question pratique. À quoi ressemble, concrètement, le comportement de quelqu'un qui a pigé tous ces rouages? Le texte propose une sorte de guide pour vivre sous la conduite de la raison. Et la boussole absolue de ce guide, étonnamment, c'est la joie. Mais attention,
La joie chez Spinoza, ce n'est pas le divertissement du samedi soir. Non, c'est pas juste aller boire un verre. C'est une définition purement physique et quantitative. La joie, c'est le passage vers une perfection plus grande, une augmentation de notre puissance d'agir, de notre vitalité intrinsèque. Et la tristesse, c'est l'inverse. C'est une diminution de cette puissance. Exactement. Du coup, la gaieté est toujours fondamentale et bonne. La mélancolie est catégoriquement mauvaise parce qu'elle réduit notre corps et notre esprit à l'impuissance. Des trucs comme la haine, la moquerie ou l'envie sont classés comme intrinsèquement toxiques. Ils prennent racine dans la tristesse. Et concernant l'amour et le désir, Eux augmentent la vitalité, sauf s'ils se transforment en obsession. et le texte est super spécifique sur ces obsessions. L'ambition extrême, l'avarice ou l'obsession amoureuse dévorante, le texte les décrit carrément comme des formes de délire. Parce que l'obsession concentre toute l'énergie vitale sur une seule petite partie du corps ou de l'esprit. Ça atrophie tout le reste. Pour avoir une joie saine, il faut diversifier ses stimulations. Mais c'est là, dans cette analyse des vertus, que la logique implacable de Spinoza lâche une véritable bombe sur la morale traditionnelle. Ah oui, le rejet de certaines vertus. Il affirme noir sur blanc que la pitié, le repentir et l'humilité, ce ne sont pas des vertus nées de la raison. Attends, rejeter la pitié, c'est le contraire absolu de siècles de morale religieuse et philosophique. Totalement. Mais la justification repose sur la stricte mécanique des fluides émotionnels qu'on vient de voir. Qu'est-ce que c'est que la pitié, physiologiquement parlant? C'est ressentir la souffrance de l'autre. Et donc, c'est la contagion de la tristesse. Ressentir de la pitié, c'est absorber la douleur de l'autre, ce qui provoque une chute brutale de notre propre vitalité, de notre conatus. Ah, Et comme notre puissance d'agir diminue, notre capacité de jugement rationnel s'obstorcit. Voilà. La pitié nous rend littéralement moins capables de trouver une solution rationnelle aux problèmes de l'autre. C'est contre-productif. donc le sage ne vient pas en aide aux autres. Bien sûr que si, mais il ne le fait pas sous le coup d'une émotion triste qui l'affaiblit. Il le fait par pure générosité, par commandement de la raison. Il aide depuis une position de force mentale en maintenant sa propre joie. D'accord. Le repentir et l'humilité subissent le même diagnostic, j'imagine. Oui, ce sont des formes d'affaiblissement intérieur. Ça n'apporte aucune vraie connaissance. Ça nourrit juste le sentiment d'impuissance. On voit vraiment à quel point le corps et l'esprit sont liés dans cette philosophie. Une baisse de régime physique se traduit instantanément par une faille dans la rationalité. D'ailleurs, il y a une anecdote médicale terrifiante dans le texte pour illustrer ça. Ah oui, l'histoire du poète espagnol? Ouais. Un poète qui survit à une maladie extrêmement grave. L'impact physiologique a été tellement violent qu'il a subi une métamorphose totale de son identité. Il avait même oublié ses propres œuvres et ses propres tragédies. En fait, l'esprit rationnel n'a pas survécu à la modification profonde de son corps. Cet épisode clinique est fondamental. Ça détruit l'illusion d'une âme flottante et immortelle indépendante de la matière. La mémoire, l'intellect, ce n'est que l'expression d'un certain équilibre dynamique dans notre corps. Si la maladie détruit cet équilibre, la structure psychique s'effondre avec. Le poète est devenu une entité différente. Donc, le corps physique est littéralement le matériel indispensable pour faire tourner le logiciel de la raison. Faut en prendre soin. Mais pour revenir sur le rejet de la pitié et de l'humilité, il y a un risque de gros malentendu là. Lequel? Une lecture rapide pourrait laisser penser que Spinoza veut qu'on crée une société de psychopathes arrogants et froids, totalement indifférents à la souffrance, juste pour protéger leur précieuse joie. C'est une critique fréquente, mais le texte apporte une nuance qui empêche cette dérive. La mécanique spinoziste reconnaît que la grande majorité des humains ne vit pas sous la conduite de la raison. La plupart des gens naviguent à vue, guidés par les passions. La fameuse foule ignorante dont il parle. C'est ça. Et pour cette foule impulsive, la pitié, l'humilité, la honte, ce sont des béquilles indispensables. Si des gens dénués de rationalité arrêtaient soudainement de ressentir la peur ou la honte, la société exploserait. Ce sont des garde-fous, des moindres mots. Exactement. Ce sont des régulateurs de violence nécessaires pour la stabilité sociale. Mais ça reste des obstacles pour l'individu qui veut vraiment atteindre la liberté rationnelle. Le sage, lui, a un autre horizon. Il y a une citation magnifique qui résume ça. « L'homme libre ne pense à aucune chose moins qu'à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. »
Une méditation de la vie. Franchement, quand on assemble toutes les pièces du puzzle qu'on vient de voir, l'horizon est profondément optimiste. Très optimiste, oui. L'autopsie implacable de nos émotions les plus honteuses, nos faiblesses à 2 heures du matin, c'est pas fait pour nous culpabiliser ou pleurer sur la misère humaine. C'est un vrai manuel de libération. En comprenant qu'on obéit à des lois physiques implacables, on peut arrêter de s'indigner de nos propres chutes. Et cesser d'accuser l'univers d'injustice, oui. On peut enfin pevancer l'ingénierie rationnelle de notre propre puissance. L'humain n'est jamais aussi fort que lorsqu'il comprend pourquoi il est faible. C'est l'abandon des illusions. Plutôt que de s'épuiser à nier la gravité ou les forces extérieures, on apprend à naviguer avec, on étudie la direction des vents et des courants émotionnels. L'émancipation, c'est manipuler ces forces pour avancer délibérément vers plus de vitalité. C'est brillant. Et c'est sur cette architecture vertigineuse que se clôt notre discussion. Comprendre les mécanismes secrets de nos comportements inexplicables offre un pouvoir inédit. Mais pour prolonger un peu cette analyse, j'ai une pensée provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Ouh, je sens que ça va parler de libre arbitre. Forcément, hein. Si le moindre de nos désirs, le moindre de nos élans de colère, la plus petite de nos décisions, si tout ça n'est que le résultat d'une équation complexe calculant l'impact de milliards de causes extérieures sur notre instinct de survie moléculaire, La question inévitable. est-ce que la notion sacrée de libre arbitre, cette conviction intime d'être le seul et unique auteur de nos actes, ne serait pas, en fin de compte, la plus brillante des illusions produites par l'esprit humain? Et est-ce que l'abandonner ne serait pas la condition ultime pour trouver une véritable paix face au tumulte du monde? Ça mérite réflexion.